êtes-vous d'accord pour le dialogue? Le dialogue est indispensable. Dans un pays, on ne peut pas ne pas dialoguer. On ne peut pas avoir peur d'un dialogue. C'est constitutionnel. Quand est-ce que le politique congolais comprendra que nous devons nous assumer? Qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix attaque. Il faut que ceux qui nous entourent et les autres comprennent que nous ne devons jamais plus nous attaquer au peuple congolais. Et pour ce faire, nous devons accepter de nous battre. Il n'y a que les Congolais qui meurent dans cette guerre. C'est pas normal. À qui la faute? La faute aux Congolais. Que la voie diplomatique ne marchera jamais. Si elle devait marcher, elle aurait déjà marché. Alors que faire? Il faut tuer ces gens. Les Blancs ne diront rien. Nous avons en face de nous des gens qui n'ont pas d'amour propre, des gens pour lesquels la vie humaine n'a pas de valeur. Dans toutes les solutions qui ont été envisagées, c'est la seule qui n'a pas été expérimentée, la guerre asymétrique. Mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment est-ce qu'ils ont eu ce courage là? Parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Ils se sont pas retrouvés sur le plan politique. Ils ont eu ce courage là parce que le Congo ne fait pas peur. Je suis contre les gens. Mais il y a des Congolais qui veulent tuer les autres. Oui, il y a des Congolais qui le font et il faut attaquer ces Congolais là. Je suis contre ces Congolais là. Il faut aller avec eux jusque dans leur dernier retranchement. Et la paix, elle est entre nos mains. Faut-il aller au dialogue parce que les autres pensent qu'il est évident de le faire au moment où la vie en République démocratique du Congo, la vie sociale complique l'économie. Les autres diront même par terre. Et dans la partie est de la République démocratique du Congo, on n'y arrive pas à trouver des solutions. C'est avec ces sommets de Luanda qui a échoué complètement. Le Rwanda a dit non pour certaines des conditions qu'il a eu à poser pour la République démocratique du Congo. La voie diplomatique est-elle toujours bonne à l'instant ou pas? Et il faut en savoir, 100 jours après, le gouvernement soumis-là, beaucoup diront que ce gouvernement ne fait rien, mais au moins il y a certains des ministres qui sont en train de se marquer. Est-ce qu'il faut faire un autre gouvernement ou bien activer les autres de faire mieux? On va recevoir sur ce plateau Alice Zouzi. Vous êtes analyste politique à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Alice Zouzi Mbombo, c'est mon nom. Le pays va bien, je pense. Le pays a des soucis. Le pays a de grands soucis. Et il est important que les personnalités de ce pays se réunissent, se mettent ensemble pour essayer d'entrevoir un avenir meilleur pour ce pays. Je parle de la majorité de l'opposition. Nous avons tous entendu M. Fayoulou prétendre vouloir rassembler tout le monde. Mais nous estimons qu'il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas la crédibilité. Celui qui est crédible et celui qui a le pouvoir de rassembler tout le monde, c'est le chef de l'État. Par rapport à la Constitution, ce sont des prérogatives lui dévolues. Dans l'article 74 de la Constitution, il est écrit « Au moment où le président prête serment, avant son entrée en fonction, je vous lis si vous permettez. Allons-y. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Donc ce serment, il le prête devant Dieu et devant le peuple congolais. Moi, président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale. On ne peut pas sauvegarder l'unité nationale sans dialogue. On ne peut pas sauvegarder l'unité nationale sans échanger avec les autres, avec ceux qui pensent autrement que vous. Surtout que dans le cas d'espèce, nous avons affaire à des personnalités qui ont derrière eux des millions de personnes. Vous voyez, Katumbi a des millions de Congolais derrière lui. Idem pour Fayoulou.
Idem pour Kabila dans le FCC. Tous ces grands, même je parlais de Matata Ponyo, il a également son monde, des gens qui croient en lui, C'est-à-dire, qui ont foi en lui. êtes-vous d'accord pour le dialogue? Le dialogue est indispensable. Dans un pays, on ne peut pas ne pas dialoguer. Pour quel objectif? C'est un impératif. Pour quel objectif? Bon, les raisons sont multiples. Excusez-moi, j'ai écrit cela. Allons-y. Les raisons sont multiples. Ne fût-ce que pour la réforme électorale. On doit dialoguer, on doit se comprendre. Il est impératif que dans l'hémicycle, regardez actuellement, l'opposition n'existe pas dans l'hémicycle, pratiquement pas. C'est anormal. Le pays a besoin de 2 sons de cloche pour pouvoir entrevoir un avenir meilleur pour son intérêt. Lorsqu'il n'y a qu'un seul son de cloche, c'est une forme de dictature. Mais il y a une opposition à l'Assemblée nationale, il y en a. Il faut une opposition qui impacte. Il faut que la loi puisse prévoir, puisse faire en sorte qu'il n'y ne fût que 25% d'opposants dans la salle. Il faut qu'on entende un autre son de cloche. C'est dans l'intérêt du gouvernement, c'est dans l'intérêt de toutes les institutions du pays d'entendre autre chose que ce qu'on veut bien entendre. C'est lorsqu'on entend, regardez, maintenant ils sont obligés de se réunir pour réfléchir ensemble. Mais ces réflexions auraient pu se faire si cette opposition était quand même dans les institutions. Est-il possible oui. qu'on puisse avoir le dialogue? Parce que selon ceux qui sont dans la majorité au pouvoir, ils disent qu'il n'y a aucune circonstance qui peut nous amener au niveau du dialogue. C'est dans les prérogatives du président de la République. C'est-à-dire si dès lors qu'il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord avec lui, il doit parler et chercher à savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez, comment peut-on faire en sorte que la majorité soit d'accord. Nous sommes un pays en guerre. Mais il est important que l'opposition participe à la réflexion, de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette guerre. Parce que vous savez qu'il y a des raisons endogènes et exogènes. Donc il est important d'écouter les uns et les autres, d'avoir leur avis. Mais pour avoir leur avis, il aurait été plus facile si, par exemple, au niveau de l'hémicycle, il y avait une opposition assez représentative qui puisse s'exprimer. Il aurait été plus facile dans les différents organes dirigeants que cette opposition puisse s'exprimer. Mais aujourd'hui, elle s'exprime un peu comme si elle s'exprimait dans la rue. Mais la Constitution nous dit qu'au moment où le chef de l'État a prêté serment, il a juré de sauvegarder l'unité nationale. Ça entre dans les prérogatives du chef de l'État. C'est une obligation mais l'unité nationale ne veut pas dire mettre tous d'accord. La majorité doit au moins, pour le problème de l'Est, il faut au moins que la majorité des Congolais sache comment on marche, comment on avance. Parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. Ce n'est pas un problème qui ne concerne que la majorité présidentielle. C'est un problème qui concerne tous les Congolais. Cette guerre doit s'arrêter. Doit impérativement s'arrêter. Et ces leaders qui haranguent des millions de Congolais derrière eux, on leur mot à dire. Est-ce que vous pensez, Ali Chenzouzi, que le dialogue que prend Martin Fayulu, justement, se pose peut-être une question sécuritaire dans la partie est? C'est important. Parce que les autres disent, c'est sous forme, on connaît comment le politique congolais aime au moins entrer en marche. Ce n'est pas un dialogue pour partager des postes. Non, moi je suggère ceci, il faut un agenda. Il faut un agenda. Mais chaque dialogue, on a vu consultation nationale, on a vu dialogue 5 ici. Il y a eu toujours des agendas où, de l'entame, on dit il n'y aura pas de partage des postes, mais à la fin, il faut un agenda. Oui. Il faut un agenda. Il y a des problèmes qui opposent, des problèmes importants qui opposent les Congolais. La réévaluation de l'accord de Sainte-City, par exemple. Nous avons beaucoup d'étrangers dans l'armée. Il faut réévaluer cet accord, voir son importance aujourd'hui, son impact aujourd'hui par rapport à la vie des Congolais. Cet accord est également source de beaucoup d'infiltration, vous le savez. Il faut revoir cet accord. Il faut s'asseoir pour discuter, voir comment on peut faire. Et il n'y a pas que l'accord de Sainte-City, n'est-ce pas? On a parlé comment on appelle ça? Du problème de l'Est,
on a parlé, il y a beaucoup de problèmes, il faut un agenda. Il faut demander aux uns et aux autres les problèmes qu'ils estiment être importants et se baser uniquement là-dessus. Avoir également le soutien, n'est-ce pas, de l'Église, n'est-ce pas? Je pense que cela est important aussi. Ce dialogue doit être fait. Ce dialogue, pour être crédible, il doit avoir l'institution présidente de la République. Ce dialogue doit être fait. Certains de l'opposition disent non. Ceux qui disent non, oui. Ils disent non parce que ce n'est pas Fayoulou qui doit présider ce dialogue. Il faut que les accords, n'est-ce pas, qui seront convenus entre les parties prenantes puissent être appliqués. Pour que cela soit appliqué, il faut que le chef de l'État soit partie prenante. Il faut que l'institution présidente de la République fasse partie de ce dialogue. Pour qu'après le dialogue, il puisse mettre en place, par exemple, une commission du suivi, n'est-ce pas, des accords qui auront été décidés, qui auront été pris par les parties prenantes. Et il faut également que ces accords puissent être applicables. Moi, je pensais même on doit exclure le partage de postes. Ce n'est pas important pour moi, je pense. Ce n'est pas la chose la plus importante. Qu'est-ce que vous dites là, le politicien congolais n'y croit pas. Quand on part dans un dialogue, à la fin, il n'y a pas que ça. On peut en parler, mais ce n'est pas ça le plus important. À mon humble avis, la chose la plus importante, c'est la guerre de l'Est. La chose la plus importante, c'est comment le vivre ensemble, comment évoluer ensemble, comment mettre tout le monde à l'aise. Hein? Parce que l'opposition a son rôle, la majorité a son rôle, mais comment faire en sorte que les Congolais puissent être à l'aise et avancer ensemble. Le fait d'être dans l'opposition ou dans le pouvoir ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes des frères congolais. Et le pays est un problème de tout le monde. Il faut qu'on se mette ensemble pour se comprendre. Il faut positiviser la politique congolaise. Il faut la positiviser. Et pour la positiviser, il faut parler, il faut dialoguer. Et là, nous nous rendons compte que l'article 74 donne la responsabilité à l'institution présidente de la République de réunir les Congolais et de parler avec eux. Si lui estime que cela n'est pas nécessaire, mais dès lors que l'opposition estime qu'une frange de l'opposition estime que c'est nécessaire, il doit en tenir compte. Parce que cette frange harangue des millions de Congolais derrière. Donc c'est la pensée d'une grande catégorie de Congolais. Ils doivent en tenir compte. Ils doivent en tenir compte. Et, n'est-ce pas, lorsqu'il a prêté serment, il a juré de sauvegarder l'unité nationale et de ne se laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, n'est-ce pas? Il a dit qu'il va consacrer toutes ses forces à la promotion du bien commun et de la paix. Mais cette paix ne peut être effective que lorsqu'il y a un dialogue. Alors, il faut que le chef de l'État s'investisse dans cette affaire. C'est constitutionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il convoque le dialogue. Il doit convoquer le dialogue. Avec un canevas précis. Avec un agenda précis. Oui. Et inviter les partis politiques et les personnalités importantes du pays à se réunir et à réfléchir. Congo, c'est le pays de tout le monde. Quitte à peut-être demander également la médiation de l'Union africaine, c'est pas mal d'avoir un représentant de l'Union africaine, parce que il s'agira d'une réunion importante. Je vais un peu vous faire réfléchir, Alexis Zouzi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à travers ce qui est en train de se passer, on avait vu Félix Tshisekedi de l'entame du premier pouvoir, oui. Consultation, où Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont venus, mais aujourd'hui Katumbi n'est pas là. C'est parce qu'on a dit, quand on vient vers Félix Tshisekedi, c'est pour l'intérêt général, qu'on l'aide, que le pays puisse ça mettra debout. Mais les Congolais ont un peu peur de ce dialogue congolais où, quand on parle de dialogue, on voit partage de postes, on ne privilège pas même ceux qu'on cause dans le dialogue. On ne peut pas avoir peur d'un dialogue. C'est constitutionnel. Oui, le président a prêté serment. Et il y a un mal-vivre
un mal-être au sein d'une classe politique congolaise. Alors, dès lors qu'il y a cela, en tant que père de la nation, en tant que garant, n'est-ce pas, du bien-être des Congolais, il doit convoquer ce dialogue. Au moment où il sentira. Il sentira que c'est nécessaire. Le fait qu'il y a une frange de l'opposition... Ce n'est pas un seul opposant qui s'élève et réclame du dialogue, et le président directement... Non. On en a parlé dans toute la sphère politique congolaise, on en parle, n'est-ce pas? Le problème d'une grande frange, n'est-ce pas, de ces personnalités, c'est qu'ils se demandent quelle est la crédibilité de ce dialogue s'il est avec à sa tête M. Fayulu. Et ils ont raison de réfléchir comme ça. Comment ça? Ce dialogue sera crédible lorsque l'institution, il faut rendre cela officiel, lorsque l'institution, président de la République, sera partie prenante. Lorsque ils seront d'accord pour qu'après ce dialogue, il y ait un comité de suivi des résolutions qui seront prises pendant ce dialogue. À ce moment, tout le monde sera intéressé parce qu'on sentira le sérieux de la chose. Ça ne sera pas une aventure en l'air. Il s'agira là d'un père de la nation, il s'agira d'un président de la République soucieux de sa population, de toute sa population, parce que lorsqu'il a été élu, il n'est pas seulement le chef de l'État de ceux qui l'ont élu, il est également le président de ceux qui ne l'ont pas élu. Donc, la pensée de ces millions de Congolais qui sont derrière les dirigeants de l'opposition doit être un souci pour lui. Il ne peut pas se baser uniquement sur ceux qui sont d'accord avec lui. Alors, convoquer ce dialogue, je trouve que c'est une passe en or qu'il doit prendre, il doit relever ce défi. Lorsqu'on est chef de l'État, on est le chef de l'État. Il doit relever le défi et prouver à ceux qui pensent qu'il n'est pas capable de le faire, justement, il doit le prouver qu'il peut le faire. C'est-à-dire réunir ces personnalités, discuter avec eux et finir de telle manière que que tout le monde soit content, hein? Qu'on n'entende pas la force du progrès apparaître pendant le dialogue parce que X aura dit ceci et Y aura dit cela. N'est-ce pas? Il s'agira de personnalités qui se réunissent, de partis politiques et de personnalités de la nation qui se réunissent pour réfléchir ensemble. Le fait de la guerre qui n'a que trop duré, par exemple. Au nord, là-bas, il n'y avait pas que les gens du Nord, les compatriotes du Nord. Il y a les Louba qui sont mariés là-bas. Il y a les Congos qui sont mariés là-bas, les gens du Bandundu. C'est toute la province. C'est une partie de notre pays. Des hommes d'affaires qui sont bloqués là-bas, qui sont morts là-bas. Nous-mêmes, dans notre famille, nous avons des terres à saquer. C'est le Congo, c'est notre pays. Et parler de cela, ça fait longtemps que ce problème dure. Pour ne pas réunir les Congolais. Parce que quand vous le dites, le Congolais vous sent un peu dans ce souci-là, de faire taire les armes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui. Vous avez ce souci parce qu'on devrait convoquer le dialogue. Mais on constate que plus de politiciens se réunissent quand il y a de questions politiques, surtout de partage de postes. Vous voulez me faire croire que le président de la République aura peur d'entendre M. Fayulu dire que moi je voudrais avoir le poste de Premier ministre. Il n'a pas assez de charisme pour savoir répondre à ce monsieur pour ce qu'il pense. Mais on sait que si tel est le cas, le dialogue n'aura pas l'essence. Ils vont se retirer. Mais non, il y aura un agenda. Il y aura un agenda. Et il faudra respecter cet agenda-là. Voilà, il y aura un agenda. Et cet agenda sera discuté. N'est-ce pas? C'est du choc des idées que j'ai eu la lumière. Cet agenda sera discuté et en fin de compte, il y aura un agenda officiel sur lequel les uns et les autres vont se baser. Il y aura la communauté religieuse qui sera là, il y aura peut-être un représentant de l'Union africaine qui sera là. Ça sera quelque chose d'officiel. Il ne s'agira pas comme ça d'aller là-bas comme dans une aventure. Et ces personnalités comprendront qu'ils ont également la responsabilité de millions d'âmes derrière eux.
Parce qu'il y a ces Congolais qui se posent la question, quelle est la dernière fois où les Congolais se sont réunis pour la guerre dans l'Est? Les acteurs politiques. Mais justement, alors que tout le monde sait qu'il y a des causes endogènes et exogènes, quand va-t-on parler? Et ce dialogue va durer jusque quand? Quand est-ce que le politique congolais comprendra que nous devons nous assumer? Qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix attaque. Moi, je continue de croire que cette guerre doit finir à Kigali. Je fais partie de ceux qui croient que cette guerre doit se terminer également chez Museveni. Beaucoup de Congolais sont morts. Et ces Congolais doivent être vengés quelque part. Il faut que ceux qui nous entourent et les autres comprennent que nous ne devons jamais plus nous attaquer au peuple congolais. Et pour ce faire, nous devons accepter de nous battre. Comment on va le faire au moment où on nous traite de moins sérieux? Par ce pays que vous appelez le Rwanda, l'Ouganda, ils disent que le Congolais, on est un peu moins sérieux, des ambianceurs. Ils aiment trop parler, mais sur terrain, il n'y a rien. Qui veut son respect se le donne. Qui veut son respect se le donne. Nous devons agir. Nous devons arrêter de donner l'impression que nous avons peur. Nous devons arrêter d'avoir peur. Nous devons prendre nos responsabilités et attaquer ces pays-là. Vous comprenez? Nous devons les attaquer. L'Ukraine, même si ils vont abdiquer ou ils ont abdiqué, sera toujours respecté. Parce qu'ils ont eu le courage de se battre. C'est un peuple qui sera respecté. Même si on sait que face aux Russes, ils ne pèsent pas lourd, mais ils seront respectés. Parce qu'ils ont le courage. Il n'y a que les Congolais qui meurent. Il n'y a que les Congolais qui meurent dans cette guerre. C'est pas normal. À qui la faute? Mais c'est la faute aux Congolais. C'est la faute aux Congolais. Parce qu'on parle un peu. On parle dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dernièrement, un sommet à Luanda, le Rwanda, avec beaucoup des exigences. On dirait que la voie diplomatique ne marche pas pour eux. Je vous avais dit lors d'une de nos émissions que la voie diplomatique ne marchera jamais. Si elle devait marcher, elle aurait déjà marché. Cette voie ne marchera jamais. Alors que faire? Il faut tuer ces gens-là. Tuer, c'est un peu Il faut les tuer, monsieur le président de la République. C'est trop dur. Nous avons des hommes formés. Il faut une guerre asymétrique. Il faut des bombes qui sautent à droite et à gauche, partout là. On ne fera pas une semaine. Et les Blancs ne diront rien, ne feront rien. Parce qu'ils resteront toujours pareils à eux-mêmes. Des profitos-situationnistes. Ils resteront dans leur rôle. Mais quand on dit qu'on n'a pas une armée forte, on n'a pas besoin de faire la guerre pour faire cette guerre. Nous n'avons pas besoin de faire des guerres conventionnelles. On n'a pas besoin de mener une guerre conventionnelle. Menons une guerre comme les Arabes le font. Menons une guerre asymétrique. Posons des bombes à droite et à gauche. Et on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a déjà beaucoup perdu. Au moins, on aura la chance de peut-être voir le langage changer de nos ennemis. On pourra voir le langage changer. Mais si on reste comme des petits enfants, on m'a tapé, on m'a tapé, on m'a tapé, on se moque de nous. On va continuer à se moquer de nous. Ce n'est pas seulement les Congolais le Rwandais, on l'accuse. Aujourd'hui même, il y a des Congolais qui font la guerre à leur propre pays. Mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment est-ce qu'ils ont eu ce courage-là? Mais parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Ils se sont pas retrouvés sur le plan politique. Ils ont eu ce courage-là parce que le Congo ne fait pas peur. Si nous étions des guerriers, si on avait laissé les guerriers de notre pays s'exprimer, parce que nous en avons, nous avons des hommes et des femmes de grande valeur, des patriotes de grande valeur. Si on les avait lâchés dans ces pays-là,
avec une guerre asymétrique, je vous assure qu'on parlerait un autre langage. Et tous ces groupes-là, il n'y en aurait pas. Vous n'aurez jamais vu un Nanga hausser le ton. Parce qu'on a le respect qu'on se donne. Il faut que vous vous respectiez pour qu'on vous respecte. Et vous respectez comment? Quand l'autre sait que je ne dois pas blaguer avec lui. Et pour qu'on nous laisse tranquille, il faut que ces gens comprennent. Même les États-Unis ne blaguent pas avec les Arabes. Les grandes puissances, les Américains, ils ne blaguent pas avec les Arabes. Parce qu'ils savent que ces gens-là, quand on les embête, il y aura des stades où les gens la population va commencer à mourir et ces gens ne vont plus nous élire. Et est-ce qu'au Congo, ce qui manque, c'est l'homme ou bien ce qui nous manque? C'est le courage politique. Le courage politique. C'est le courage politique. Mais tout ce qu'on voit, le chef de l'État, on réfléchit trop. Partout où il part, il lance un peu le temps pour dire nous sommes attaqués, le Rwanda doit faire. Est-ce que ce n'est pas ça le nécessaire? Ou bien il faut je n'aimerais pas être à la place du président Tshisekedi. Je n'envie pas les chefs de l'État, les chefs d'État. Je ne les envie pas du tout. Parce que lorsqu'on est à ce poste, on doit être prêt à tout pour sauvegarder l'intégrité territoriale, protéger le peuple congolais et faire en sorte qu'il y ait la paix dans son pays. On doit être prêt à tout. Il se bat au moins pour ça. Pas dans les négociations. Négociations, il n'y a pas vous allez exclure de négociations lorsque il n'y aura aucun résultat. Retenez bien ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que nous avons en face de nous des vipères. Nous sommes en face de nous des vipères, des gens. Mais quand ils vous disent le Rwanda et l'Ouganda... Nous avons en face de nous des gens qui n'ont pas de conscience. Nous avons en face de nous des gens qui n'ont pas d'amour propre, des gens pour lesquels la vie humaine n'a pas de valeur. Nous avons en face de nous des impérialistes qui ne sont qu'une race de vipères. Je l'ai toujours dit, je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Mais Madame Alice... Alors pour discuter, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. On agit avec eux. On agit avec eux. Oui. Au moment où le Rwanda, avec le président Paul Kagame, qui dit, peut-être je pourrais donner raison à sa thèse, qui dit, le problème du Congo, c'est les Congolais lui-même. Avec ce qu'on voit avec la Nanga et les autres, on pense que c'est ça, il a tout à fait raison. Nous connaissons la solution pour avoir la paix dans notre pays. Ce n'est pas sur le plan interne. Tout cela, il y a des problèmes qui vont se résoudre d'eux-mêmes lorsque vous verrez des maisons sauter à Kigali et chez Museveni. Lorsque vous verrez ces gens-là, il y aura certains problèmes qui vont se solutionner eux-mêmes. Quand ils verront ça, ils diront « Ah non, le monsieur ne blague plus avec lui. Ces gens ne blaguent plus avec eux. Ils ont changé. » Vous comprenez? Il y a des problèmes qui vont se résoudre tout seuls. À partir, quand on nous appellera, quand le monde commencera à dire que les Congolais sont devenus fous, à ce moment-là, on n'aura plus de problème. Mais c'est au moment où nous-mêmes nous serons sérieux, hein, nous à l'interne. Nous devons arrêter de blablater. Nous devons arrêter de philosopher. Nous devons arrêter de croire que la solution viendra d'ailleurs. La solution viendra de nous-mêmes. Nous n'avons que cette terre Congo comme pays. Il n'en faut pas une autre. Alors nous devons nous battre jusqu'à quel niveau pour la garder? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que vous pensez que, malgré, parce qu'on était avec Uhuru Kenyatta... Excusez-moi, parce que vous voyez, dans toutes les solutions qui ont été envisagées, c'est la seule qui n'a pas été expérimentée. La guerre asymétrique. Alors il faut l'adopter. N'est-ce pas? Et toutes ces solutions ont montré leurs limites.
Et il n'y a que cette solution-là qui n'a pas été expérimentée. Et je vous confirme que c'est la solution du Congo. Il faut que ces gens-là, tous nos voisins là, disent que les Congolais sont devenus fous. Et que plus personne n'ose encore ouvrir la bouche pour parler du Congo. Et vous ne pensez pas que... Même les Blancs n'ouvriront pas leur bouche. Derrière le Rwanda, il y a des forces qui se cachent. Mais bien sûr, nous le savons. Ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs. Et alors, ce sont les Blancs qui sont derrière Kagame et Museveni, nous le savons. Maintenant que nous sommes là, donc nous devons attendre à ce que les Blancs en aient marre de nous... Ils n'en auront jamais marre parce qu'ils nous laisseront tranquilles lorsque nous n'aurons plus rien dans notre pays. Est-ce que nous allons accepter d'attendre jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien, aucune richesse dans notre pays pour avoir la paix? Je vais vous donner l'exemple d'une femme seule dans sa maison qui verra un lion ou un serpent venir. Elle va trouver la force de se battre pour protéger ses enfants. Mais ceux que nous avons choisis pour nous diriger doivent avoir la force de se protéger. Et la seule solution, c'est celle-là. Mais s'il faut mourir, mourons au moins en héros. En héros. Au lieu de mourir pour rien. Mourons au moins comme des héros. Hein? S'il y a lieu de choisir entre deux morts, choisissons au moins là une mort héroïque. Ça, on parle un peu du Rwanda et le M23. Est-ce que, une question directe que je vous pose, si vous ne vous sentez pas bien dans votre pays, si on ne vous met pas à l'aise, faut-il prendre des armes? Aucune raison ne justifie, à mon humble avis, qu'on assassine un Congolais. La vie est un don de Dieu. On ne peut pas jouer avec ça. Il faut respecter la vie humaine. Et je dis que rien ne justifie qu'on tue un Congolais. Je suis contre les gens. Mais il y a des Congolais qui veulent tuer les autres. Oui, il y a des Congolais qui le font et il faut attaquer ces Congolais-là. Je suis contre ces Congolais-là. Il faut aller avec eux jusque dans leur dernier retranchement. Et la paix, elle est entre nos mains. La paix est entre nos mains. Si nous voulons vraiment la paix, déclarons la guerre à ceux qui nous combattent. Alors, les quelques minutes qui nous restent, on parle un peu du gouvernement souminois, 100 jours après, est-ce qu'il y a-t-il des signaux d'espoir? Franchement, j'avoue que je suis déçu. Déçu de quoi? Et je pense que Madame le Premier ministre, les ministres qu'on lui a proposés, entre guillemets, pour ne pas dire imposés, ne reflètent pas, n'est-ce pas, à les observer, ne reflètent pas, ne méritent pas. Tous ou bien certains. En dehors de certains. Oui. Je voudrais féliciter quand même le ministre de la Justice, M. Constant Mutamba. Vraiment, je le félicite et je l'encourage à continuer sur sa lancée. Je félicite également le ministre de l'Intérieur, quelque part, malgré ce que nous venons de vivre à la prison de Makala. Mais concernant les Koulouna, je trouve qu'il a quand même montré sa volonté de vouloir faire en sorte que les Congolais puissent vivre en paix. Et je pense qu'il est dans l'intérêt des ministres de parler quand même de ce qu'ils font, de rendre public leur action.
Parce que les Congolais qui vous observent, nous, Congolais qui vous observent, nous avons besoin de savoir et nous avons le droit de savoir ce que vous faites. Mais les autres disent que certains des ministres se lancent dans le populisme, avec de paroles, de gestes, juste pour impressionner, impressionner les Congolais. Ça, ce sont ceux qui n'ont rien fait et qui veulent maintenant jeter la pierre à ceux qui travaillent. Mais non, vous devez nous dire ce que vous faites. Ça permet aux Congolais de pouvoir jauger avec ceux qui sont là et ceux qui étaient là avant, de pouvoir voir également réellement que vous travaillez. Hein? Non, il faut une cellule de communication dans chaque ministère. Mais on dirait qu'il y a des ministères qui n'existent, on ne les a pas entendus parler. Et j'espère que le Premier ministre sera sévère avec ces gens, n'est-ce pas? Puisque la Constitution lui donne le droit, elle a la prérogative de pouvoir mettre de côté ceux qui ne remplissent pas les conditions. Et j'espère qu'en accord avec le chef de l'État, ils seront réellement mis de côté. Parce que si vous ne servez pas le peuple, à quoi servez-vous? Hein? Parce que vous parlez de certains ministres, vous avez cité Constant Mutamba. Oui. Mais un peu, une guerre, il s'en va en guerre avec le magistrat, ils disent il exagère trop ce gène-là. Écoutez, lorsqu'on est chef, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, les magistrats se plaignent. Mais on dit il est de venir en faire trop parce que pour lui, il pense qu'il est le premier. Léon Kengo l'a fait aussi comme il le fait aujourd'hui, mais à la fin. Moi, je trouve que M. Constant Mutamba travaille bien. En tout cas, il montre qu'il a la volonté de bien faire. Il a posé quelques actions positives et je l'encourage à continuer dans ce sens. Et je pense que beaucoup de Congolais sont d'accord avec moi. Je pense que beaucoup de Congolais sont d'accord avec moi. Et j'invite les autres ministres à se faire entendre. On ne les entend pas. On ne sait pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Ils ont intérêt à se faire entendre. Il faut que chacun montre de quoi il est capable. Et si vous ne pouvez pas vous exprimer, alors vous n'avez rien à faire là-bas. D'ailleurs, de t'en parler un peu de l'espoir avec le gouvernement seminois. Je dis qu'il faut un remaniement. Je pense qu'il faut un remaniement. À bientôt, 3 mois ou 4 mois d'un nouveau gouvernement, on passe au remaniement pour en faire quoi? Parce que ce sera un peu de trop. Mais écoute, non, de trop par rapport à quoi? Si vous ne travaillez pas bien, vous n'avez rien à faire là-bas, on vous met de côté. Ah non, on ne va pas dans les sentiments, le pays va mal. On ne peut pas aller dans les sentiments. S'ils ne travaillent pas bien, il faut les mettre de côté. Le pays va mal. Mais oui. Il y a des priorités qui ne sont pas réglées. Il y a des ministres qui font du surplace. Ceux qui ne peuvent pas dire ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont été nommés, ils doivent partir. Mon avis. Alors, Madame Alice Zouzi, on vous regarde par ce Congolais. Dernier mot à tous ces Congolais qui vous regardent de partout. Qu'est-ce que vous leur dites? Espoir ou désespoir avec le pouvoir actuel? Je dis que nous devons continuer à espérer. Ce pays nous appartient et il sera ce que nous voudrons bien en faire. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est encore possible. Mais il faut avoir le courage de gommer ceux qui ne travaillent pas bien et de les remplacer par ceux qui pourront mieux faire. C'est mon avis. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes acteur politique et analyste même. Merci d'accepter notre invitation, Alice Zouzi. Et je pense qu'on va se voir prochainement lorsqu'il y aura des questions encore d'actualité. C'est moi qui vous remercie. Alors merci, vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo et partout dans le monde. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Cartes sur table avec un nouveau invité. Merci et au revoir.